Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parquet d'Étoiles, votre rendez-vous 100% Afrique, 100% basket. Ici, on vous fait vivre les réalités de l'Afro-Basket Homme 2025 et cette journée du 17 août nous a offert un condensé d'émotions, de talents et de promesses. Dans ce numéro, on va débriefer, éclairer, rendre hommage et surtout célébrer les étoiles du continent. Allez, installez-vous bien, c'est Parquet d'Étoiles, ça commence maintenant. Notre invité du jour est basketteur professionnel ivoirien Ulrich Kra Mohamed. Bonjour. Bonjour Junior. Bienvenue dans Parquet d'Étoiles. Merci, merci. Alors, généralement, Ulrich, c'est quel poste au basketball? J'évolue au poste de meneur arrière. D'accord, voilà. Vous êtes censé faire quoi sur le parquet? Monter le ballon, mettre les paniers le plus efficacement possible, le plus simplement possible, aider mon équipe dans le scoring, mais aussi dans la défense. Voilà. D'accord. Allez, je vous propose maintenant de vérifier les résultats et statistiques de cette journée. C'était les résultats et statistiques, mais derrière, il y a ceux qui n'élèvent pas seulement des joueurs, mais des pays. Il a fait le Sénégal. Aujourd'hui, il façonne le Rwanda. Il est docteur, mentor, stratège. Découvrons notre étoile du jour dans Faiseur d'étoiles. Focus sur Cheikh Sarr, entraîneur de l'équipe nationale masculine et féminine du Rwanda. Il n'est pas seulement un coach, il a une vision, une méthode, un architecte de la discipline. Né à Joal Fadiouf, bercé dans les vagues de l'Atlantique, Cheikh Sarr a toujours eu le sens du collectif. Avant d'être entraîneur, il était un élève, un chercheur, un bâtisseur de rêves. En 2014, il entre dans la légende. À la tête du Sénégal, il conduit son équipe au second tour de la Coupe du Monde. Une première historique, un pas de géant pour tout un continent. Docteur en psychologie du sport, maître en leadership éducatif, il forme, il structure, il inspire. Loin des projecteurs, il enseigne l'art du jeu et la science de l'humain. Manager méticuleux, philosophe du parquet, Cheikh Sarr est de ceux qui plantent la graine avant de recueillir la victoire. Chaque joueur devient projet, chaque match un manifeste. En 2023, le Rwanda gravit un sommet qui n'a jamais effleuré, la médaille de bronze à l'Afro-CAN. Une première breloque de son histoire. Et derrière cette conquête, une main ferme, une voix juste, celle de Cheikh Sarr. Avec les filles, le défi est le même, former, structurer, croire. Et le miracle se produit. Le Rwanda atteint pour la première fois les demi-finales de l'Afro-Basket féminin. Une épopée née dans les camps d'entraînement et nourrie de foi, d'efforts et de discipline. Sa réussite se mesure en médailles. Mais son héritage, lui, se compte en trajectoire redressée, en carrière lancée, en nation transformée. Dans la zone 5, au podium continental, du Sénégal au Rwanda, Dr Cheikh Sarr n'a pas simplement marqué le jeu, il a éclairé. Visionnaire, stratège, passeur de savoir, Dr Cheikh Sarr, un maître du basket africain. Un nom que le continent retiendra. C'était Cheikh Sarr, entraîneur de l'équipe nationale du Rwanda dans Faiseur d'étoiles. Alors aujourd'hui, on se rend compte que c'est un bâtisseur d'identité, un passeur d'avenir. Qu'est-ce que vous retenez personnellement de cet homme? Monsieur Cheikh Sarr, franchement, c'est un très bon entraîneur, c'est un très grand entraîneur. Et je pense qu'il est vraiment à féliciter parce qu'il est pour beaucoup dans tout ce que le Rwanda fait aujourd'hui. Déjà, il y a 2 ans, en 2023, au CAN, il était là-bas avec le Rwanda. Qui se faisait battre par la Côte d'Ivoire déjà, et il a apporté cette touche-là et il met en confiance la moitié des joueurs de l'équipe du Rwanda qui évoluent sur le plan local. Et franchement, si le Rwanda peut venir de façon régulière à l'Afro-Basket et aux compétitions africaines, c'est grâce à ce monsieur-là, monsieur Cheikh Sarr. Et elle devient de plus en plus une équipe inquiétante. Et effectivement, on peut compter aujourd'hui sur le Rwanda parce que déjà, comme je l'ai dit, ils ont un championnat local très relevé. Ils ont l'opportunité d'organiser la BL chaque année dans leur pays et franchement, c'est motivant pour tous les jeunes Rwandais aujourd'hui.
et de chercher à venir chaque fois sur le plan continental pour jouer les compétitions. Pour jouer les compétitions. Alors, il y a quelques années, le Rwanda n'était qu'un modeste pays sur la carte basket de l'Afrique. Aujourd'hui, sous l'impulsion de Sheikh Sarr, le pays aux 1000 collines devient un foyer incandescent de talent. Découvrons ensemble le Rwanda dans Pays d'étoiles. Sur les parquets africains, le Rwanda s'impose peu à peu comme une nation montante du basketball. Depuis plusieurs années, la fédération mise sur la formation des jeunes et l'encadrement technique de haut niveau. À Kigali, le Basketball African League, organisé en partie dans la capitale, a servi de tremplin à de nombreux talents rwandais. Des joueurs comme Aristide Mugabe ou encore Kenneth Gasana, figures emblématiques de la sélection, inspirent aujourd'hui une nouvelle génération. Mais au-delà des noms, c'est surtout une dynamique collective qui séduit. Vigueur, discipline et ambition. Les infrastructures modernes, comme l'Arena de Kigali, accueillent les grands rendez-vous du continent et renforcent la visibilité du basketball rwandais. Objectif désormais, briller sur la scène internationale. Après plusieurs participations à l'Afrobasket, l'équipe vise une qualification historique pour la Coupe du Monde FIBA. Une mission ambitieuse, mais portée par tout un pays qui croit au potentiel de ces lions du basket. Le Rwanda veut transformer ses progrès en exploits. Sur le parquet, comme dans les tribunes, le rêve est clair. Hisser le drapeau national parmi les grandes nations de basketball africain. Le Rwanda dans Pays d'étoiles. Aujourd'hui, on se rend compte, c'est une modernité, Kigali Arena, des stages aujourd'hui en Égypte, des camps de développement de transfrontaliers, voilà. Aujourd'hui, on voit que le Rwanda a un poids aujourd'hui dans le basketball africain. Effectivement, qui dit infrastructure dit forcément développement du sport dans son pays, et c'est ce que le Rwanda a bien compris. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, il y a depuis 5 ans maintenant, le Rwanda est un des pays qui organise la BAL, la Basketball Africa League, oui. Compétition à laquelle j'ai eu la chance de participer il y a 3 ans aujourd'hui. Et franchement, quand tu as ces moyens-là, le niveau du basket est forcément en développement dans ton pays, et ça donne vraiment le maximum de motivation possible à tous les jeunes de pratiquer ce sport et donc de contribuer au développement du basket. D'accord. Est-ce que c'est ce qui manque un tout petit peu à la Côte d'Ivoire? Je dirais oui. Vous voyez, il y a 2 semaines se déroulait l'Afro-Basket Dame ici à Abidjan, oui. Et il y avait à peine de la place pour tous ceux qui voulaient venir regarder les compétitions. C'est dire qu'il faut vraiment que l'État mette les moyens en place pour que on puisse avoir pourquoi pas de Abidjan Arena ou Bouaké Arena ou Yamoussoukro Arena, pourquoi pas. Et je pense que ça serait franchement un grain de motivation pour tous ces passionnés là aujourd'hui qui veulent jouer au basket et qui veulent devenir pourquoi pas un jour des Solo Diabaté, des Konaté Stéphane. D'accord. Et c'est tout bénéfique pour le basketball ivoirien et africain. On va aller maintenant débriefer cette journée du 17 dans Écho du parquet. Nous sommes maintenant dans Écho du parquet pour les analyses et décryptages de cette journée du 17. Alors, comment aujourd'hui qualifiez-vous la performance de la Côte d'Ivoire jusqu'ici dans ce tournoi, plus particulièrement, on va dire, lors de cette journée du 17? Bah, écoute, Junior, ce que la Côte d'Ivoire fait est vraiment énorme. Elle est énorme, d'autant plus que cet Afro-Basket 2025 là est vraiment une compétition très relevée. On a beaucoup de pays comme le Nigeria, comme l'Angola, qui est le pays organisateur, comme le Rwanda, qui montent très vite, qui sont venus pour jouer les trophées et qui sont venus aussi pour répartir avec le trophée. Et donc, pouvoir dans ce groupe-là, et même dans cette compétition-là, gagner 3 matchs 3 en phase de poule, c'est vraiment énorme. Et ce que la Côte d'Ivoire fait, c'est vraiment grand. Voilà, vous avez dit, ils sont vraiment énormes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble démontrer une régularité impressionnante sur la scène continentale ces dernières années. Est-ce que cette année sera la bonne pour l'Afro-Basket? Pourquoi pas. On espère comme il y a 4 ans au Rwanda. On espère rapporter ce trophée-là chez nous, au pays. Mais ça sera très difficile. Ça sera difficile parce qu'il y a des nations comme le Nigeria, il y a des nations comme l'Angola, le pays organisateur qui a le bénéfice de jouer devant son public. Vous savez, l'Angola, c'est un pays de basket et ça sera difficile. Mais on se permet de rêver quand même parce que la Côte d'Ivoire aussi aura son mot à dire, c'est ça. D'accord. Alors, y a-t-il des joueurs qui se démarquent vraiment comme des leaders dans cette équipe?
Ou un joueur qui se démarque en tant que leader, parce qu'aujourd'hui, on voit Jean-Philippe Dali, on voit aussi Solo Diabaté. Pour vous, c'est qui le leader de cette équipe? Je pense que cette équipe-là se base d'abord sur le collectif. La force de la Côte d'Ivoire, c'est son collectif. Même s'il y a des joueurs très expérimentés sur qui on compte et qui nous portent vraiment comme Solo Diabaté, comme Bafessa Fofana, comme je dirais le coach adjoint Konaté Stéphane qui ne joue plus, oui, mais qui a cette expérience-là avec Solo Diabaté, il va faire ça pour emmener cette équipe-là jusqu'au bout. Et donc, vous savez, la Côte d'Ivoire, franchement, à tous les Afro-Basket, a avancé et a gagné ses matchs grâce à son collectif. Donc, c'est ce que je veux qu'on retienne. Mais c'est clair aussi qu'il va falloir compter sur l'expérience de Solo Diabaté qui nous sort un match extraordinaire hier, voilà, qui sort 3 tirs à 3 points venus de nulle part et dont lui seul a le secret, franchement. Ouais, c'est énorme. Alors, on a la Tunisie qui s'impose largement face à Madagascar après 2 défaites dans les phases de poule. Comment analysez-vous aujourd'hui le réveil tunisien? On dira que le réveil tunisien est un réveil tardif. Bon, moi je dirais ça. Pourquoi? Parce que vous savez, la Tunisie est en pleine transition actuellement. Après l'Afrobasket 2021 qu'ils ont remporté, ils ont eu beaucoup de joueurs expérimentés qui ont dû prendre leur retraite. Et avec la transition, ça n'a pas été facile sur les 2 dernières années, avec toutes les compétitions qu'ils ont eu à jouer. Donc ils sont venus à cette compétition. Malheureusement un peu limité. Ils ont perdu les 2 premiers matchs. Et je pense que c'est l'orgueil du champion qui leur a permis de battre cette équipe de Madagascar de près de 21 points d'écart. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire. D'accord, vous l'avez signifié, ils sont en période de transition. Alors, sur quelle faille devra-t-elle travailler justement pour combler peut-être ce vide? Je dirais sur la formation. Vous savez, c'est la formation. Pour que cette équipe-là aujourd'hui arrive là où elle est, c'est parce qu'ils se sont basés sur tous les joueurs qui ont été formés au pays depuis les années 2010-2015, comme Omar Abada, comme Slimane. Et aujourd'hui, ceux-là, ils doivent passer le flambeau à une nouvelle génération. Et je dirais que c'est logiquement sur la formation, sur le championnat local, comme ça se fait avec le Rwanda, le Sénégal, le Mali. Voilà. D'accord. Alors, à l'issue de cette journée et de cette première partie de la compétition, quelles sont les équipes qui, selon vous, se dessinent aujourd'hui comme les vrais prétendants au titre? Je vois plutôt le Nigeria en premier, l'Angola aussi, parce que comme je vous ai dit, l'Angola a à cœur de récupérer ce trophée-là parce que ils ont tout fait pour organiser ce Afrobasket là chez eux à la maison. C'est pas pour rien. Et la Côte d'Ivoire, parce que nous, on joue à les troupes faites. On peut envisager la Côte d'Ivoire en demi-finale minimum. Oui, logiquement, on est en embuscade. Et franchement, il faut compter sur Solo Diabaté, il faut compter sur Bafessa Fofana, il faut compter sur Assedi Moulare, sur Jean-Philippe Dali ici, Lionel Kouadio, Nathan. Il faut compter sur ceux-là, il faut compter sur cette équipe-là pour arriver au minimum en demi-finale. Et je pense que on pourra vraiment le faire. D'accord. Dernière question. Quelles pourraient être les surprises à surveiller selon vous en quart de finale? Le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, ils sont revanchards parce qu'ils ont perdu le premier match déjà d'entrée. C'est une très bonne équipe, mais une équipe qui n'était peut-être pas préparée pour une compétition d'Afro-Basket aussi relevée, aussi difficile physiquement. Et c'est une nation à surveiller. Il faudra surveiller aussi le Sénégal et pourquoi pas le Mali. Le Mali, d'accord. Alors là, nous sommes à la fin de notre entretien. Si on vous arrachait un petit mot sur Costello aujourd'hui, ce serait quoi? Notre blanc national. Oui. Je dirais que faut compter sur lui, il faut compter sur Costello. Certes, il a du mal à se retrouver actuellement comme on avait vu en 2021, mais je pense qu'il va s'adapter. C'est un grand joueur qui joue dans un des championnats les plus relevés d'Europe, qui joue en Espagne. Et je pense que dès les quarts de finale, il montrera de très belles choses et il aidera cette équipe-là à atteindre son plus haut niveau. Voilà. D'accord. Merci d'être venu dans Parquet d'étoiles. Merci. Et on espère bien évidemment vous revoir les prochaines fois dans cette émission. Merci, je vous en prie. Le parquet s'éteint, mais les étoiles brillent encore. Cette journée du 17 nous a montré une seule chose. Le basket africain, ce n'est pas qu'un sport, c'est un lien, un langage, une promesse. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro de Parquet d'étoiles. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, restez connectés sur Sport Ivoire TV.